Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue au Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction logicielle avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. On est au CodeCam avec moi Guy Barrette. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, ça va super bien. Dans la salle, plus que 50 personnes. Donc déjà, c'est un succès pour nous autres de voir autant de personnes se pointer pour venir participer à un enregistrement du Visual Studio et Talk parler Show. d'architecture. Oui. Donc, comme moi je disais, on est au CodeCamp Montréal. On est le 14 live. octobre. Live. On vient d'expliquer un peu aux auditeurs qui sont dans la salle, qui vont participer avec nous, la formule. Puis on leur a dit qu'il y aurait la chance aussi peut-être de voir un peu les derrière du Visual Studio Talk Show. Parce que ça paraît peut-être pas quand vous nous écoutez, mais on fait des erreurs. Puis le montage nous permet d'avoir l'air plus intelligent qu'on est. Donc, aujourd'hui, le sujet... Les décisions d'architecture. Les décisions d'architecture. Pour les applications d'entreprise? Oui, ça c'est important de situer Parce ça. que l'architecture, là, ça peut être large un peu. Là. Si juste avant qu'on commence l'enregistrement, Guy montrait des vidéos des nouveaux jeux. C'est sûr que les décisions d'architecture dans ce cas-là sont différentes que si tu bâtis une application, je sais pas moi, en ligne, genre Amazon ou Google. Qui est aussi, des décisions peuvent être très différentes de si tu fais une application d'entreprise. Donc, si on peut peut-être définir, c'est quoi une application d'entreprise? Je pense que ce serait bon, si on débute juste pour situer ça, parce que ça va, en anglais on dit scoper, ça va définir le spectre de ce qu'on veut discuter. Donc, qu'est-ce qu'on entend par application d'entreprise? Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent en entreprise comme développeurs? Quelques-uns. Faites attention, ceux qui lèvent votre main, vous allez être poignés pour parler. Une règle aussi qu'on va vous demander, c'est Guy va se promener avec le micro sans fil. Ayez pas peur juste de vous nommer. Vous pouvez aussi dire quelle compagnie vous travaillez. En tout cas, vous pouvez donner un petit contexte de 5-10 secondes. Ça va permettre aux auditeurs aussi de se situer. Puis, c'est sûr qu'une fois que vous êtes présenté, si vous reparlez une deuxième fois, ben là, vous pouvez skipper. Les auditeurs vont être capables de reconnaître votre ton de voix. Mais justement, Guy, si on demande aux gens de l'auditoire, comment vous définiriez une application d'entreprise? Ce serait quoi les attributs qui vous viennent en tête? Levez votre main, ceux qui veulent glisser un mot. Parce que si vous le faites juste le dire à voix haute, on Les applications d'entreprise. On peut définir ça comment? Est-ce qu'il y a des volontaires? Est-ce qu'il y en a qui développent des applications d'entreprise? C'est pas packagé pour le vendre. C'est une application qui est faite pour aider les employés d'une entreprise à faire leur payroll ou tout ça. C'est pas nécessairement quelque chose que tu vas packager pour vendre. Et quel est votre nom, vous, monsieur? Mon nom, je sais pas, je te le dis pas, Mario. Moi, c'est Étienne, mon nom. Donc, Étienne Tremblay, qui a déjà participé à l'émission. Donc, Étienne nous dit, c'est surtout pas un produit qui est Shinrap. On s'entend tous. Qui ici travaille en entreprise, fait du développement d'entreprise? On a dit tout à l'heure à peu près au moins 75-80% du monde. Mm-hmm. Donc, quand vous développez, quoi d'autre à part ça? Frédéric Simard, Fiat Technologies. Une application d'entreprise, ça va généralement être une application qui va permettre à effectuer les tâches puis les opérations de la compagnie pour laquelle on développe. Donc, on parle de choses qui sont cruciales au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, habituellement, si c'est par exemple le système de paye, elle va peut-être l'acheter off the shelf parce que des systèmes de paye, il y en a beaucoup. Mais si le cœur de ta business, c'est par exemple, je vois quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, mettons que le cœur de ta business, c'est faire du traitement financier, ça se peut fort bien que ton application, elle fasse ça puis qu'elle soit unique au monde, elle soit spécifique pour ton besoin à toi, qui devient ton avantage concurrentiel par rapport à tes compétiteurs. Donc, bon point. Quoi d'autre à part de ça? Est-ce que... Hop, il y a quelqu'un qui lève la main là-bas. Ça dépend où on se situe, d'après moi. Est-ce qu'on est consommateur ou bien on est producteur? C'est-à-dire une application... On se met dans la peau du producteur. Oui, si on est dans producteur, on peut par exemple bâtir un framework ou quelque chose qui serait réutilisable par d'autres compagnies. Ou bien si on va bâtir une application, on va réutiliser le framework et bâtir une application spécifique ou bien un domaine particulier ou autre d'une façon plus facile. Donc, si on est consommateur,
Ça, dans le cas où producteur. Si on est consommateur, on peut, par exemple, développer des applications en réutilisant d'autres, pour l'entreprise, en réutilisant d'autres frameworks ou d'autres choses. Donc, si je te comprends bien, souvent les applications d'entreprise vont avoir un framework maison. Quelque chose qui sont bâtis et qu'on veut réutiliser d'application en application dans le domaine où on développe, dans le domaine d'affaires. Il y avait une madame qui avait levé la main, une fille, il faut en profiter, il faut leur donner la parole à l'occasion. Il y en a tellement peu en domaine de l'informatique. Nadia Méjul, l'Agence spatiale canadienne. Je trouve en entreprise, souvent les applications doivent interagir entre d'autres systèmes à l'interne, interagir avec d'autres systèmes à l'interne, différentes petites applications ou grandes, ça dépend. Très bon point. Ça vit pas c'est pas un îlot, hein? Ça doit interagir avec à peu près tout ce qui existe dans la compagnie plus souvent qu'autrement. À l'interne et à l'extérieur aussi, avec les clients, les partenaires d'affaires. Donc, ça devient souvent même une très grosse contrainte parce qu'il faut que par exemple, tu ailles chercher les données sur un vieux mainframe qui traîne là, tu as du sable d'un autre côté, tu as des fois pas juste une, mais plusieurs types de BD, donc du Oracle, puis un SQL. Donc, tu as beaucoup d'agrégation d'informations à faire souvent. Si c'est jamais un produit fini, ça évolue constamment à l'intérieur de l'entreprise pour rester compétitif avec les autres entreprises. Peux-tu juste donner ton nom? Denis Arcan. OK. Donc, bon point. Souvent, on fait pas ça comme avec une vision de dire, on en a pour 3 mois, c'est fini après ça. C'est souvent quelque chose qui a dans la majorité des organisations, le jour où le produit se finit, en tout cas les produits qui sont cœur, ça veut souvent dire que la compagnie n'existe plus. Fait qu'on a défini un peu, c'était quoi une application d'entreprise? Moi, peut-être juste un dernier point. J'ai regardé mes notes, justement. Je pense que c'est important qu'une application d'entreprise, en anglais, on dit « fail gracefully », donc ça peut pas planter puis être mort. Supposons que c'est un système qui est en ligne, qui permet à 300 ou 400 employés à tous les jours de travailler. S'il y a une défaillance quelconque, on peut pas se permettre que ça soit down pendant 4 heures, 5 heures, de un. Puis deuxièmement, s'il y a un problème quelconque, il faut que le plus élégamment qu'on circonscrit le problème, donc les gens d'infrastructure. Donc, ça m'amène aussi à un autre point. L'équipe de développement ne sera sûrement pas celle qui va déployer. Il y a souvent aussi une équipe d'infrastructure, donc des gens d'IT. Et puis, tu amènes un autre point aussi, c'est l'équipe de développement ne sera peut-être pas celle qui va supporter l'application. Plus souvent qu'autrement, tu as raison. Vous voyez un peu le portrait? Donc, si c'est ça notre mission, donc développer ce type d'application-là, qu'est-ce qu'on verrait comme décision d'architecture? Souvent, on a nommé décision d'architecture, mais souvent quand on dit on fait une architecture, est-ce qu'on peut dire que bâtir une architecture, c'est juste prendre une série de décisions? Est-ce que c'est trop simplifié? Qu'est-ce que c'est l'architecture? On commençait le débat là-dessus. Mais quand tu parles d'architecture, peux-tu définir un petit peu l'architecture? C'est-tu comment on va coder l'application? Comment on va l'architecturer au niveau des différentes couches? Moi, je pourrais donner une définition, mais ça serait intéressant de demander aux gens, eux autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que votre expérience de ce que c'est une architecture en entreprise, c'est-tu quelque chose qui est un document de 350 pages ou est-ce qu'on vous dit même la 288e page, moi je m'attends à ce que la variable X ici, tu la renommes et qu'elle s'appelle un nom plus significatif? Ou c'est quelque chose de différent de... Premièrement, est-ce que c'est un document de ce que votre vécu en entreprise? Les architectures, est-ce que c'est un document? C'est quoi le livrable de ça? Y a-t-il un qui est prêt à se lancer? David Fauboin, CPL Technologies. L'architecture, ça se trouve être plus, que ce soit sous forme de papier, sous forme de PowerPoint ou de Visio, ça va être la façon que tu vas décider de découper ton application ou ton système, si c'est plusieurs applications dans un même système. Ça va être de décider tout le découpage en tant que tel, la façon que tu vas le développer. Donc, si tu as des besoins, que ça soit entretenable sur 20 ans, ben, tu vas prendre des décisions qui ne sont peut-être pas les mêmes que si c'est un programme qui va être one-shot, ce qui est plus rare. Puis, règle générale, dans une application d'entreprise, tu vas vouloir justement que ça soit entretenable à très long terme. Donc, tu vas t'arranger pour que ton architecture reflète ce besoin-là. Mais ça va être la décision en tant que telle. C'est pas nécessairement un papier ou un document ou ça peut être n'importe quelle forme. Donc, commentaire intéressant. Mais je retiens 2 choses de ce que tu viens de dire. Le terme décision, tu as dit le verbe décider 3 fois. Tu as même dit le mot décision 2 fois dans ton propos de 40 secondes, 50 secondes. Et tu as parlé de découpage.
qu'on peut peut-être dire, en faire une abstraction en disant la structure. Donc, mais le terme décision revenait souvent dans ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à... Oui. Ça peut être, par exemple, un document. Dans RUP, par exemple, on définit le document d'architecture qui consiste à définir plusieurs vues au niveau du système. Des vues, à savoir vues logiques, vues physiques, des vues en couche et vues des besoins, sous forme des cas d'utilisation les plus importants qu'on peut décider c'est quoi l'allure de l'architecture. Donc là, tu es en train de parler du fameux modèle 4+1 qu'on a des 4 vues. Donc, c'est un document. Le document, il va contenir quoi? Donc, quand tu dis, on va se fixer, on va prendre ces 4 points de vue-là. Un coup qu'on s'est fixé ça, qu'est-ce qu'on va écrire? Ou maintenant, on dit, OK, je prends le point de vue logique. Puis là, je veux documenter ça. Mais c'est quoi que je documente? Ça peut être, par exemple, les couches. En termes de couches, est-ce qu'on va utiliser architecture orientée service ou bien des couches 3 tiers, 4 tiers, etc. Ça peut être des contraintes non fonctionnelles qu'il faut mettre aussi dans d'autres vues. C'est pas la vue logique. Par exemple, on a des contraintes comme performance, scalabilité, etc., etc. Donc là, je retiens 2 choses de ce que tu as dit, à part le fait que c'est intéressant de partir de RUP et des points de vue. Tu as parlé des contraintes, donc tout ce qui va être non fonctionnel, on va en parler parce que je pense que c'est important. Mais aussi, tu disais, quand on prend ces points de vue-là, on va encore là décider, je vais-tu mes couches, comment je les partage. Souvent, c'est un peu comme un processus quasiment de décision. Puis comment ça se passe en organisation? C'est-tu une personne dans une tour d'ivoire qui décide ça, puis qui arrive et qui dit, bon, c'est comme ça? Ou c'est plus un travail coopératif? Qu'est-ce que vous avez vécu, vous autres, en entreprise? Moi, je peux vous dire, j'ai vu un peu de tout. Hein. J'ai vu le King, qui lui, c'est lui l'architecte. Il décide, puis il ponce le document. Puis tu as vraiment, là encore là, tu peux avoir différents types de comportements. Tu as des gens qui vont avoir un très bon talent de vulgarisateur, de communicateur, donc ils vont le partager, mais ils ne voudront pas quand même aller chercher le consensus. C'est comme je décide. Tu as d'autres personnes qui, c'est un peu comme les organisations qu'on retrouve dans les pays où est-ce que tu as de tout, hein, tu as des démocraties, mais tu as aussi jusqu'à les dictatures les plus... donc, tu peux avoir un peu ce type-là. Puis j'ai vu aussi où est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui a le chapeau d'architecte, que c'est vraiment plus l'équipe qui cherche à aller chercher les décisions, puis même d'un point de vue par consensus. Ça peut sembler à prime abord comme étant quelque chose qui va être dur à faire. C'est comme, hey, on est 8 personnes dans ce projet-là, puis on va toujours s'assurer que tout le monde est toujours d'accord, parce que dès que quelqu'un dit, moi, je suis pas d'accord là-dessus, il faut se discuter. Donc, c'est comme, un spectre, une collaboration totale, puis l'autre, où est-ce que ça te vient d'en haut, puis pouf. Vous, votre expérience, c'est-tu quelque part dans le milieu, ou est-ce qu'il y en a qui ont connu de vivre dans des équipes où est-ce que tout était par consensus? C'est sûr que c'est une équipe de 50 personnes, c'est peut-être difficile, mais des plus petites équipes. C'est des gens qui ont déjà vécu ça, travailler en consensus. Rappelle-moi donc ton nom. David. Dans les quelques compagnies que j'ai travaillé à date, c'était tout le temps des équipes de développement en bas de 10 personnes. Donc, quand il y avait des décisions d'architecture ou de structure à faire, c'était souvent par partage d'expertise, par partage d'expérience, par partage de connaissances. Puis souvent, dans le fond, dans toutes les fois où ça m'est arrivé à mon expérience personnelle, de faire ça en groupe, c'était vraiment mieux parce qu'individuellement, il n'y a personne qui serait arrivé à une décision aussi claire et optimale que celle qu'on arrive en groupe. Puis encore là, dans la compagnie que je suis présentement, c'est le même principe. On est une petite équipe. À chaque fois qu'il y a des standards à établir ou des façons de faire, on le fait en groupe, puis tout le monde partage ce qu'il connaît, puis ça va très bien de cette façon-là. Juste par curiosité, utilisez-vous des approches agiles aussi, des méthodes d'approche de développement, ou c'est plus ad hoc? Donc, c'est ad hoc. OK. Est-ce qu'il y en a qui connaissent plus, qui travaillent dans une organisation où il y a vraiment un groupe d'architectes? Les banques, souvent, ont ça. J'ai eu à dealer avec certains des groupes ou des grosses organisations. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait de l'agence spatiale. Avez-vous un groupe d'architectes là-bas? Pas vraiment. Pas encore. Ça, c'est le groupe qui est dans sa petite tour d'ivoire, là-bas, qui décide tout? Ça dépend, hein. Ça peut être positif de définir qu'il y a un besoin d'architecture. Mais si je comprends bien,
les fameuses décisions d'architecture sont plus au niveau de l'équipe de développement. Il y a pas, ils n'avaient pas un autre groupe qui décide ça. Donc, David nous dit, dans une petite compagnie, c'est sûr que ça va être plus une plus petite équipe. Est-ce qu'il y a bon, moi, j'ai ramené le terme qu'il y a des décisions, puis il y a un article de Martin Fowler qui a été écrit là-dessus, où est-ce que lui, ce qu'il disait essentiellement, c'est, on peut résumer une architecture en disant, ce ne sont que des décisions, mais avec une caractéristique bien précise, c'est des décisions qui sont irréversibles. En d'autres mots, c'est des décisions que si tu décides de revenir en arrière, un coup que tu as décidé, ça coûte cher. Puis il y a des gens qui vont vous dire, il me semble qu'une architecture, c'est plus vaste que ça. Parce que là, ils vont dire, il me semble, il y a toute ta scalability, toutes tes contraintes au niveau de performance. Availability, scalability, performance, security, reliability, toutes les T. On devrait même changer le mot performance puis dire performability ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais tout ça pour dire que les gens qui prennent plus ce point de vue-là, souvent quand tu leur demandes, ouais, mais c'est quoi que tu fais quand tu te poses la question au niveau performance? Ah ben là, finalement, je me bâtis par exemple un framework pour être sûr que je vais avoir tel temps de réponse. Puis là, dis-moi, quand tu bâtis ce framework-là ou quand tu cherches à définir ça, ultimement, tu te rends compte qu'à la fin, c'est encore juste des décisions qu'il prend. Ou que l'équipe prenne. Moi, je suis plus de l'école où je crois que c'est plus intéressant que ce soit un groupe, parce que plusieurs cerveaux, c'est plus puissant que juste un cerveau. Mais je connais des organisations où ça fonctionne encore, où tu as quelqu'un qui a le chapeau architecte. Est-ce que plus l'organisation est grande, plus ça fonctionne comme ça? Je serais porté à penser que oui, mais... Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont d'accord, ou en levant la main peut-être, ou... Est-ce que plus l'organisation est grande, plus on fonctionne en silo, c'est-à-dire qu'il y a des équipes d'architectes qui prennent des décisions, ou vous n'avez pas vu ça encore? Moi, je dirais que souvent, quand il y a une équipe d'architectes, c'est qu'ils ont eu ils ont une grosse souffrance à un moment donné, l'organisation, parce que les systèmes n'interagissaient pas comme il faut ensemble. Parce que les applications d'entreprise, leur gros challenge, c'est comment on va vraiment bien interagir avec les autres systèmes qui existent. Puis à un moment donné, quand ça marche tellement mal, il y a quelqu'un en haut qui se dit, bon, là, on a un problème d'intégration. Puis quelqu'un qui dit, mais si on avait une équipe d'architecture, il me semble qu'on vivrait plus ça. Puis donc là, il crée une équipe d'architecture qui a comme mission d'essayer de regarder comment les stratégies d'affaires de la compagnie vont s'arrimer avec tous les besoins techniques. Souvent, ça devient... C'est d'ailleurs une des grosses difficultés en informatique. À peu près tous les problèmes qu'on rencontre, on peut toujours les régler en créant juste une autre couche d'abstraction. Mais comme vous le savez, si vous faites tout à peu près ici de l'orienté-objet, si j'ai un objet à créer, puis je me dis, pour régler ça, je vais me créer une interface. Donc, je vais créer une abstraction. Je fais une interface, par exemple, une interface qui serait, je sais pas, on l'appelait clonable, par exemple. Donc, je crée une interface qui permet justement de pouvoir copier puis de faire une copie d'un objet. Mais quand je définis l'interface, est-ce que je fais du code d'implémentation ou je fais juste définir un contrat? Donc, je crée une abstraction, mais qu'il n'y a pas de code d'implémentation, qui est juste un contrat. Donc, le vrai code, à un moment donné, c'est là, il faut que je le fasse, mais plus tard. Donc, quand tu crées des couches d'abstraction face à un problème, tu n'es jamais vraiment en train de le résoudre vraiment. Tu es juste en train, peut-être, d'essayer de le comprendre, de le structurer, de le définir, mais souvent, il y a beaucoup d'organisations où moi j'arrive et je me rends compte que il y a le symptôme ici de on crée de l'abstraction, des abstractions, parce que les gens, souvent, sont très intelligents, sont beaucoup plus intelligents que moi. Donc, tu les vois qui fassent des choses extrêmement complexes, mais ultimement, l'utilité, la finalité pour résoudre le problème final, on s'en éloigne dans tous ces niveaux d'abstraction-là. Donc, c'est un danger souvent qu'on peut avoir au niveau de l'architecture de régler ça. Puis souvent, les organisations ont le même défaut. Ils créent des groupes d'architecture parce qu'ils disent, si on crée une abstraction, puis on dit, vous avez votre responsabilité de régler ça. C'est un peu comme la qualité, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, on réglait ça en disant, on a engagé quelqu'un, puis on lui a donné le chapeau. Toi, tu es spécialiste de la qualité, donc c'est sûr que d'ici 6 mois, on va être ISO 9000. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir vécu ça un peu, là. Puis après quelques mois, à un moment donné, ou en tout cas, quand les gens se tapaient le mur d'aplomb sur... ils se disaient, il faudrait peut-être changer de stratégie, ça ne marche pas. Une personne, ça ne marche pas. Si on dit que c'est des décisions, en tout cas, nous, Guy et moi, on est prêts à affirmer que c'est une liste de décisions.
On vivra avec ça. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, ils ont pas mal simplifié qu'est-ce que c'est l'architecture, mais si on dit que c'est une liste de décisions, Lesquels? lesquelles, justement? Ou en tout cas, quel point de vue? Parce qu'on a parlé, il y a un monsieur qui nous a parlé qu'on peut prendre différents points de vue logique, point de vue physique, de déploiement. Donc, On peut peut-être définir des types de décisions. oui. Donc, des décisions qui pourraient influencer qu'est-ce qui se passe, par exemple, au runtime, lorsque l'application roule. Mhm. Des décisions qui pourraient influencer lorsque l'application se charge, au load, là, finalement. Donc, si je te suis bien, toi, Guy, ce que tu es en train de parler, c'est qu'on peut peut-être prendre un point de vue de regarder le cycle de vie de l'application Ouais. pour se poser question En commençant peut-être par le design. dans Donc, la conception initiale. Ouais. L'application n'existe même pas encore, mais à quelque part, dès qu'il y a un projet qui est lancé du jour 1, le cycle de vie de l'application vient de commencer. Il y a des tâches à faire là qui vont être différentes que le jour où est-ce que l'application est en utilisation puis elle roule sur des serveurs. Mais on s'entend qu'à quelque part, ça peut être une façon de regarder les choses. Ah, ben, c'est quoi mes décisions que je dois prendre à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Donc ça, c'est un framework qui peut être intéressant. En architecture plus classique, le framework, c'est de regarder les ET. E.T.? Ouais, toutes les scalability, Ah, performability, ou on dit de performance. C'est-à-dire, donc, tout ce qui sont des contraintes non fonctionnelles. Puis, ce qui va différencier pourquoi on va dire quelqu'un est un architecte versus quelqu'un va être plus un lead développeur. c'est parce qu'il connaît plus de mots qui finissent en T. Ouais. Non, mais je dirais souvent, c'est que la grosse différence, c'est que la personne va avoir une maîtrise assez puissante de tout ce on est capable de faire avec la modélisation orientée objet pour créer des abstractions qui supposément régleraient les problèmes de performance. Puis qui souvent vont les régler, mais qui souvent aussi vont peut-être pas les régler vraiment, mais Mhm. Donc, si on revenait au design, la première étape, j'imagine, c'est de designer notre application. ouais. Donc, quand vous partez un projet, là, quelles sont les décisions que vous devez prendre? Tu sais, on est ici, là, on est 60 personnes, là, on a un mandat. D'autres, on doit développer un système l'application la plus bidon, là, entrer nos feuilles de temps. C'est classique, ça. Classique. Oups! Il y a quelqu'un, c'est sa job. Moi, je peux vous dire, à tous les fois, je fais des contrats dans une certaine organisation, puis à tous les fois, je découvre comme le système pour entrer les feuilles de temps. On dirait que ça a été toujours l'expérience. Il y a les gens qui font ça s'arrangent que ça soit la pire expérience utilisateur. Je sais pas, on dirait que je pense que c'est un challenge. Essayons de faire l'interface tellement difficile que personne va être capable de réussir à rentrer ou à le faire. Le monde rit dans la salle, hein, mais c'est vrai. L'idée, c'est des fois, tu dis, bon, si tu vis ça une place, mais on dirait que c'est chaque organisation. Donc, ils doivent avoir acheté tout leur logiciel à la même place. C'est ça le problème. Bon, notre fameux logiciel de feuille de temps. Donc, on a ce mandat-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut décider? Le langage. Langage. Avant le langage, on peut dire que c'est le langage, mais tu sais, la plateforme, on développe ça en Java ou on développe ça sur des outils open source, les LAMP, Linux ou .NET. Ça, c'est tout du monde .NET, donc il y a des chances que vous ayez envie de faire ça en .NET. Hein? Oui, il y a des grosses chances. Ben, ça peut être .NET 1.1, 2.0 ou 3.0. Premièrement, identifier avec quelle entité que ça va interagir. Parce que si ta feuille de temps a parlé à SAP ou à quel système comptable, ça va influencer beaucoup tes choix. Donc là, ça j'adore ça, ce que tu es en train de dire. C'est qu'avant de partir, c'est un chire technique, c'est-à-dire, hey, nous autres, là, on aime ça, .NET. Là, ce serait temps qu'on fasse un projet avec SharePoint 2007, là. Moi, j'ai envie de faire du SharePoint, là. Revenir aux besoins. Une feuille de temps SharePoint? Puis revenir aux contraintes. Non, mais tu ris, mais si j'ai envie de faire du SharePoint, je pourrais trouver une façon de justifier de bâtir ma feuille de temps en SharePoint. Ça me prend un portail pour ça, là. Donc, SharePoint, c'est un portail. Je suis un peu cynique, mais puis souvent, c'est inconsciemment qu'on le fait, là. Puis moi-même, je suis sûr que si je regarderais dans mon vécu, quelqu'un serait capable de dire, regarde, ici, tu as pris des décisions parce que ça te tentait de travailler là-dessus. C'est sûr. Je suis juste un être humain comme tout le monde. Mais si on revient à se poser la question, nos contraintes, donc c'est quoi ton nom encore? Guy Pomerleau, ce qu'il nous dit, c'est, tous tes systèmes là, avec qui tu dois interagir, c'est une grosse contrainte. C'est-à-dire, système de feuille de temps, un coup que tu l'as fait, mettons
On se dit, on va aller en web. Mais c'est bien beau, là, mais il faut probablement envoyer cette information-là à quelqu'un, parce que si tu vas avoir une paye qui rentre chez vous quelque part, faut que ça interagisse. Donc, ça devient une contrainte non négligeable. Imaginons qu'on découvre que ce système-là, c'est très simple, il doit juste envoyer des données dans une BD Oracle. Donc, ça peut-tu nous influencer à se dire, ah, peut-être qu'il faudrait développer ça avec Oracle Forms. Non, mais moi, souvent, tu sais, les gestionnaires disent, ben, regarde, vous êtes sur Oracle, là, faut développer un Oracle Forms. Puis là, tu as envie de dire, ben, regarde, c'est différent de la couche de présentation. Mais c'est sûr que les vendeurs d'Oracle, eux autres, leur ont dit que ça leur prenait Oracle Forms. Puis là, après ça, c'est une question de... D'ailleurs, juste une anecdote. Connaissez-vous beaucoup d'organisations, de compagnies où est-ce que, dépendant avec qui le président de la compagnie est allé jouer au golf, ça va influencer beaucoup les décisions techniques? C'est à peu près comme si, pour construire le prochain building, je sais pas moi, de IBM, parce que IBM est allé jouer au golf avec le vendeur de poutres XYZ, du jour au lendemain, il fallait faire notre building avec les poutres XYZ. C'est une aberration, mais là, en informatique, c'est le même souvent. Hein. Du jour au lendemain, tu as une nouvelle contrainte. C'est du Oracle. Puis toi, tu étais déjà rendu, ça faisait 3 mois, 4 mois, donc tu avais déjà pris beaucoup de décisions irréversibles. Puis là, on se demande après ça pourquoi ça coûte si cher. Revenir en arrière. Donc, on parle de vivre avec définir nos contraintes et comprendre le besoin. Donc, avant même, ce que tu es en train de nous dire, Guy, c'est avant même de prendre les décisions, il faut peut-être analyser c'est quoi les exigences, puis peut-être analyser avec qui ce système-là va devoir interagir, puis après ça, se revenir. Donc, étape 1, on a un mandat, donc la première chose, c'est ça va être quoi nos exigences, puis c'est avec toutes les contraintes qu'on doit identifier. Mais on ne prend pas de décision à ce niveau-là, on fait juste comme un inventaire. Puis d'ailleurs, oui, Guy? Donc, identifier des expertises. Dans quel sens tu dis identifier des expertises? Donc là, ce que tu nous ramènes, identifier le monde, les gens qui doivent faire ça. Donc, j'aime beaucoup tes commentaires, parce que là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que c'est bien beau de dire, j'ai des clients qui, lui, a des exigences X. J'ai mes systèmes existants, qu'on peut dire que ça représente Y, mais il y a une autre variable non négligeable qui est le monde. Les gens. La variable Z. Puis on sait, hein, quand vous avez fait des mathématiques, dès qu'on passe X, Y, c'est trop facile, mais quand on tombe avec X, Y, Z, là, 3 variables, là, bien du monde qu'on perd dans le décor. Là. C'est comme, c'est trop complexe. Là. Mais cette variable-là est non négligeable. Je vais en reparler. Moi, en tout cas, je veux vraiment qu'on reparle des gens. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Oui, je peux-tu me rendre, moi, Guy, ou bien? Je vais y aller. Moi, je pense qu'il y a la contrainte temps et effort, etc., qui est importante. Ça peut être une architecture développée effectivement avec Oracle Forms. Si on avait des contraintes de temps et de budget, on veut une application simple qui n'est pas scalable, etc., les différentes exigences non fonctionnelles, ça peut être une bonne architecture de proposer quelque chose de simple, même client-serveur. Si on veut, on est dans un contexte, on veut une application scalable, extensible, générique, je ne sais pas quoi. Donc, on peut, dans ce cas, proposer une architecture. On a des ressources temporaires et budgétaires. On peut proposer une architecture complexe par couche, etc., etc. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Le temps, donc les délais, les ressources. Donc, il y a Guy qui nous a parlé des gens qui vont être l'équipe, les budgets. Ça devient aussi toutes des contraintes qu'on doit tenir en compte pour prendre nos décisions. Mais un coup qu'on a tout ça, qu'on a ramassé, donc qu'on a collecté, c'est la partie un peu scientifique de notre travail. On peut collecter toute cette information-là. Là, après ça, on tombe dans la partie plus artistique, décider. Donc, ce qui est là, c'est-à-dire, là maintenant, là, j'ai tout compris ça.
ben je pense, tu sais, j'arrive pour différentes raisons, je pense qu'on devrait développer avec Microsoft.net 2.0 ou avec Oracle Forms parce que, regarde, c'est assez évident, mes ressources, ils maîtrisent Oracle Forms, par exemple, ou des fois, on a déjà toutes les licences, donc pourquoi... C'est de différentes variables que tu vas être capable d'amener pour faire ta justification, pour dire cette décision-là, voici pourquoi ça serait la bonne décision. Puis souvent, une des choses qui est difficile, c'est qu'un coup que tu prends cette décision-là, donc au début du projet, il va falloir que tu choisisses ta plateforme. Hein, c'est comme inévitable. Tu vas vivre avec. Puis soyez assurés que dans 2, 3, 4, 5 ans d'ici, il y a quelqu'un qui va te la mettre sur le nez. En disant, comment ça vous avez choisi la technologie XYZ? C'est plus bon, ça. Tu dis, oui, mais regarde, il y a 4 ans ou 5 ans, à l'époque, nous, avec toute l'information, on croyait que c'était la meilleure décision. Mais c'est clair qu'on se leur fait remettre sous le nez parce que tout ce qui est les mauvaises décisions, entre guillemets, ça, les gens s'en souviennent. Toutes les bonnes décisions, c'est sur 100 décisions, on en a fait 99 bonnes, mais une qu'on a faite, ouf, non, on n'a pas peut-être la meilleure. Malheureusement, c'est souvent celle-là qu'on va nous parler. Puis c'est correct, c'est probablement la partie de la nature humaine. Ce que je veux amener avec ça, c'est que de prendre ces décisions-là, ça va demander un courage. C'est pour ça que je disais, selon les organisations, il y a des organisations où il y a quelqu'un de très courageux qui est le décideur. Souvent, il va avoir une pointe sur son équipe. Puis tu vas avoir d'autres organisations où est-ce qu'on dit, ben regarde, c'est tellement de courage de prendre ça, ben on va le faire en consensus. Pour que tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui va mal, qu'on soit tous d'accord, dire, ben regarde, quand on a pris la décision, on pensait tous que c'était la meilleure décision. Moi, je vais vous dire, je suis plus de l'école du consensus. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, quand tu découvres, mettons, 6 mois plus tard, qu'une des décisions que tu as prises, que c'était peut-être pas la meilleure décision, puis que là, il va falloir qu'on se relève les bras et qu'on travaille fort pour arranger quelque chose. Si c'était par consensus, il n'y a personne dans l'équipe qui va boquer, qui va dire, oh, mais moi, c'était pas ma décision. Ou bien, s'il y a quelqu'un qui commence à faire ça, là, tu t'en vas d'abord et dis, quoi? Là, tu vas te parler sérieusement dans le blanc des yeux. Je dis, t'étais là. Si tu n'as pas dit ton mot, c'est parce que tu disais oui. Puis ça va créer une culture. Parce que la prochaine fois que la personne ne sera peut-être pas d'accord, il y a d'affaires à le dire en maudit. Parce que. Mais vous connaissez ça des projets, vous autres, vous avez toujours une ou deux personnes à demander. Vous l'avez dit, moi, ça ne marcherait pas. Souvent, là, c'était boqueux, puis. C'est vraiment partie de la. Puis souvent, c'est les personnes les plus habiles à avoir la bonne presse auprès de la direction, puis d'avoir l'air très. Ils sont très habiles là-dedans. C'est souvent ceux qui sont les moins habiles à vraiment produire du code, mais ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire des choses qui sont vraiment utiles à faire pour avoir une application. J'étais un peu cynique, mais on est dans un domaine où il faut... c'est le vécu, quoi. Mais vous voyez, j'en ris, parce que je me dis, garde, c'est comme ça, puis il faut pas faut vivre avec, hein. Quelle autre décision qu'il faudrait prendre? Un coup, il faut décider de notre plateforme, une décision assez majeure. Bon, de la plateforme, après ça, tu as souvent le... Bon, imaginons que à cause de bonnes justifications, c'est .net. Quelle est l'autre décision qui vient tout de suite après qu'on a décidé .net, là, que souvent, là, ça... Il y a des dépendants de... Moi, en tout cas, j'ai été tout le temps pogné dans des débats là-dessus. Parce que, toi, là, t'es consultant, tu vas nous aider. La fameuse décision VBNet au C#. Celle-là, elle vient tout le temps. Qui est près de moi, je trouve que c'est une non-décision parce que quelque part, c'est pas si important que ça. Même des outils maintenant qui permettent de passer d'un à l'autre assez aisément. Mais toi, Guy, je pense aussi que tu as été pris dans des débats comme ça, VB.net ou C# ou tu vas me dire, non, c'est tout le temps C#. Ouais, non, moi je passe à côté, puis je prends le langage que le client veut bien. Là, en fait, pour donc, moi... toi, tu t'arranges pour que la décision ait été prise upfront, tu n'aies pas eu à t'en mêler. Oui, comme ça, dans 3 ans, là, on vient pas me le reprocher. Outre ça, non, on est vraiment dans des choses assez fondamentales, mais on a pogné ce contrat-là, on doit faire un système de paye. On a regardé c'est quoi les exigences. On a regardé c'est quoi les contraintes. On s'est dit, il faut définir une plateforme. Faut-tu aussi décider qui va être l'équipe ou on présume, s'il n'y a pas d'équipe, il faut qu'il y ait bâtir une équipe. En tout cas, il y a toute la mise en place, un peu comme si je ferais une analogie avec un building. Avant de commencer de monter les murs, les gars, ils vont dire, là, regarde, faut que je vienne, faut que je creuse les trous, faut que j'aménage le terrain, faut que, c'est un bricoleur, avant de commencer à mettre une brique, il monte tous ses échafauds. Nous, il y a tout un setup comme ça d'outillage.
qui est comme inévitable, puis que là-dedans, ben là, je vais donner un exemple bien banal qui dit, bon, ben, tu sais, si je veux choisir mes outils, ben, il faut peut-être que je sache c'est quoi ma plateforme, mais quand j'ai ma plateforme, ben là, je vais vous dire, bon, je vais-tu avec Visual Studio ou avec un autre produit. Mais tu as tout ton outillage à décider. Donc, tu parles des outils, ça peut être des composants aussi, des third party, Tout à fait. des générateurs de code, Oui. des frameworks qu'on peut acheter. Puis là, le danger que moi j'ai souvent vu, c'est des frameworks qu'on peut acheter ou partir un projet à côté parce qu'on a besoin de telle affaire, puis là, il y a un projet qui n'est pas en lien avec la finalité, mais qui va gruger, puis qui... C'est à peu près comme... moi, j'ai déjà connu une compagnie où est-ce que, quand je suis rentré, les gens étaient en train de développer leur langage. Non, sérieux, là. Écoute, on monte des années... début des années 80, 85, là, mais les gens développaient leur langage. Donc, les autres, avant même, tu sais, il y avait un projet dans le projet. Puis ça, je vous dis, là, je vais donner un cas tellement gros, vous faites comme, ben oui. Mais posez-vous la question s'il n'y a pas des projets dans le projet, dans vos projets, parce que souvent, il y en a. Ben, comme l'exemple d'un framework, des fois, on voit souvent des firmes ou des compagnies qui, avant de commencer le développement du projet, bon, on se dit, bon, on va passer 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois à se bâtir notre framework, là, le framework qui va faire que notre application va se bâtir plus vite. Oui, mais ce 6 mois-là que tu as passé à faire ton framework, pourquoi tu ne l'as pas passé sur ton application? Donc, le framework aussi, c'est une décision importante, là. Oui, c'est une grosse décision. Puis ça pourrait être peut-être... moi, j'aimerais ça demander l'avis des gens. Selon vous, c'est-tu important de bâtir un framework? C'est important que dans une organisation, on ait un framework. Guy, hein, je pense. David, excuse-moi. Moi, je suis nerveux parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre. Mais David nous dit oui. Donc, je te passe le micro. Explique-toi. Oui, dans le sens que principalement, quand tu développes en orienté objet, même quand c'était procédural, c'était le même principe. Du moment que tu codes quelque chose puis que tu te dis ça peut facilement être utilisable à quelque part d'autre, tu ne le mets pas dans une librairie propre à ton projet, tu le mets dans une librairie, de par mon expérience encore une fois, tu le mets dans une librairie qui va te servir de framework à l'intérieur de ton entreprise. Le prochain projet que tu vas avoir pour un autre client ou pour un autre projet à l'interne, si tu as besoin je prends un exemple vraiment boboche qui est dans .NET, mais mettons que tu as besoin d'une méthode qui va remplacer une chaîne X par une chaîne Y dans une string, ben, tu n'auras pas besoin de la réimplanter dans ton nouveau projet ou de copier le code. Tu vas l'avoir mis, si on est en .NET, dans une DLL, dans ton framework, tu vas la réutiliser, puis ça va finir là. Tu n'as pas besoin de la recoder. Donc, si je te suis bien, il y a des choses que tu ne veux pas refaire 2, 3, 10 fois, puis tu dis, écoute, je l'ai fait une fois, je voudrais le réutiliser. Un exemple, logué, qui vient en tout cas, si on bâtit une application, on veut que les gens qui l'opèrent soient capables de l'opérer, puis que s'il y a une défaillance quelconque, on soit capable de pouvoir dire, hey, il y a tel problème. Puis, si c'est un système qui roule sur un serveur, ben, on n'est pas pour popper une interface, là. Donc, il faut loguer quelque chose. Donc, oui. Je pense aussi, pour un architecte, c'est important de savoir les patrons, parce que maintenant, lorsqu'on parle de réutilisation et patrons, on parle de réutilisation de code et on monte dans le cycle de vie, réutilisation de conception et même réutilisation d'architecture. Donc, si nous sommes devant une problématique, normalement, il y a des solutions même architecturales que l'architecte peut voir et choisir c'est quoi son contexte et choisir l'architecture la plus adéquate pour l'utiliser pour solutionner son problème. Donc, tout ce que tu amènes, c'est bon, j'ai pas entendu personne qui a dit non, il ne faut pas qu'il y ait de framework. On va revenir là-dessus parce que je pense qu'on peut enlever d'autres couches d'oignons sur l'histoire du framework, mais toi, tu amènes aussi déjà une autre chose, c'est-à-dire les fameux patterns, les patrons. Donc, les patrons de conception, par exemple, ou tous les patrons qu'on peut utiliser quand on organise une application d'entreprise, c'est quelque chose qu'un architecte devrait maîtriser. Pourquoi il faut qu'il maîtrise ça? Il faut, Guy, que tu tiennes plus par là-bas, parce que je veux essayer d'avoir... Ouais. Donc, tu dis, il faut qu'il maîtrise ça. Il maîtrise ça pourquoi? Parce que c'est, par exemple, si je prends un patron architectural, par exemple, parce que ces patrons-là, ils sont confirmés, ils sont utilisés et testés par des gens. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur ces patrons-là. Donc, c'est plus de qualité. Et puis, l'effort, c'est moins d'effort et ne pas réinventer la roue aussi. OK. Donc, si je te suis bien,
Je m'excuse, j'ai mon téléphone qui lâche pas de sonner, donc, mais je sais pas où ce qui est. Il est en arrière Il est d'écran. quelque part en arrière. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se tanner d'essayer de me rejoindre. Mais si je te suis bien, de ce que tu dis, c'est, à quelque part, la maîtrise des patrons, ce que ça va nous permettre, c'est de pouvoir être en mesure de bâtir quelque chose qui va répondre à des besoins d'affaires, comme par exemple la capacité de mettre de l'extensibilité, donc de pouvoir être en mesure de prévoir, de bâtir de quoi pour répondre à des besoins qui sont pas existants aujourd'hui, mais qui pourraient le devenir. Puis là, il y a beaucoup d'idées là-dedans, mais donc les patrons, je suis tout à fait d'accord avec vous que la grande force de ça, c'est pour ça que beaucoup de gens peuvent faire des très bonnes architectures sans maîtriser les patterns. Parce que si tu décides que tu veux bâtir juste une architecture pour répondre aux besoins aujourd'hui, qu'on te donne, puis que tu dis, moi, là, tout ce qui est futur, je décide que je ne le solutionne pas. Ben, il y a une grande partie des patrons de conception que tu n'as pas besoin d'utiliser, puis tu as besoin juste de comprendre assez bien quelques concepts orientés objets pour bâtir un système qui va répondre aujourd'hui. Souvent, la différence entre une architecture plus sophistiquée ou moins sophistiquée, c'est que l'architecte va dire, ouais, mais moi, là, je pense que dans le futur, il va peut-être avoir tel genre de besoin. Par exemple, des mécanismes d'extensibilité, donc je vais utiliser un pattern de plugin pour être capable de pouvoir permettre aux gens de pouvoir acheter leur bout de code, par exemple, simplement sans avoir besoin de revenir tout le temps à l'équipe de développement initial. Mais dans ce cas-là, on parle toujours de besoins potentiels, mais qui n'existent pas. Donc, toutes ces choses-là d'extensibilité, c'est pour répondre à des contraintes que si tu demandes au client, aujourd'hui et demain matin, as-tu ça à vivre? Il va dire non. Des fois, le client, par contre, va t'avertir, je le sais que dans 6 mois ou 1 an d'ici, je vais avoir ça à vivre. Donc là, ça devient quasiment du concret. Mais moi, j'ai vu souvent aussi des architectes qui bâtissent des choses, puis que quand tu commences à les voir du côté exigence, le besoin, le client, il n'a jamais glissé un mot. Parce que, Guy, tu dois avoir vu ça aussi, la personne, ça venait de passer les 6 derniers mois à vraiment maîtriser le livre de Gamma, Design Pattern, puis là, elle voulait vraiment utiliser les patrons dans son architecture. Puis donc là, elle voulait réussir, par exemple, à plugger le Strategy Pattern, parce qu'elle s'est dit, ben là, si je crée ça, je vais avoir... Mais quand tu revenais au besoin initial, il n'y avait peut-être pas ça. Ce qui ne veut pas dire que la solution n'était pas bonne. C'était juste comme trop pour rien. Donc, ça coûtait plus cher au client. Mais moi, quand on achète une chaise, je peux peut-être acheter une chaise avec un dossier puis des appuis-bras. Peut-être que m'appuyer-bras, je n'aurais jamais besoin. Mais c'est clair, quand je paye ma chaise avec des appuis-bras, je paye pour les appuis-bras. Ça a coûté de quoi bâtir ça? Donc, le fameux framework qui permettrait de pouvoir avoir beaucoup d'extensibilité, le client paye pour, mais peut-être qu'il n'a pas besoin. Ça revient un peu à ce que tu t'en allais. Je pense qu'un des challenges au niveau de l'architecture, c'est de voir jusqu'où qu'on veut aller, parce qu'on peut s'enliser, comme tu disais tantôt, beaucoup dire, on va faire notre framework, puis là, tu as un projet ou des projets en route, là, tu te ramasses que ça fait 1 an que tu développes ton framework, là, au bout d'1 an, la technologie est quasiment dépassée, puis là, tu te dis, oups, tout ce qu'on a essayé de développer dans notre framework, la dernière version qu'ils viennent de sortir, maintenant, ils le font. Fait que je pense que c'est un des challenges de voir, de pas trop s'enliser, justement à cause des petits architectes qui pensent tout savoir dans leur tour d'ivoire parce qu'ils veulent implanter, il va avoir l'air flyé, mais à un moment donné, il faut arriver des choses, il faut les faire arriver. Puis je pense que c'est un des gros challenges pour une entreprise, justement, de faire le balancement entre la gang des architectes puis ceux il faut qu'ils fassent arriver les choses. Parce que nous autres, à l'agence, on est en train de faire le virage .NET, on est justement en rack form, puis là, on fait le virage, puis c'est un des challenges, justement, juste s'assurer que, oui, le framework soit là, mais il faut quand même être capable de livrer la marchandise. Puis le point que tu amènes, je dirais, c'est le gros, tu sais, en anglais, on dit pitfalls. Beaucoup de monde s'enlise dans le framework. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à sélectionner des problèmes qui sont pas les exigences aujourd'hui, mais des choses potentielles qui peuvent peut-être arriver. Puis là, à cause qu'on veut solutionner ça, on crée une complexité. Puis souvent, tu vas avoir 2-3 personnes dans l'équipe qui comprennent comment gérer cette complexité-là parce que les autres sont assez forts, par exemple en orienté objet. Puis tu as 80% du reste de l'équipe qui, parce qu'ils sont pas les autres, ils se couchent pas le soir en lisant le livre Design Pattern. Puis ça arrive beaucoup. Hein, c'est pas ton livre de chevet, Mario? Non. En tout cas, ça a peut-être déjà été. Mais ce que je veux juste amener par rapport à ton propos, c'est que le problème de commencer à essayer de solutionner des choses qui ne sont pas de problèmes concrets aujourd'hui,
c'est souvent le plus gros handicap des frameworks. Ce qui fait même que si tu me poserais la question, un framework, qu'est-ce qu'on a besoin? Mon premier réflexe, moi, ça serait quasiment de brasser le client en disant non, pas de framework. Peut-être le client qui fait hein, comment ça, pas de framework? Pourquoi? Parce que je veux le forcer à faire ce cheminement-là. C'est quoi que tu as vraiment besoin? Ah ben j'ai du code que je réutilise tout le temps. David nous disait ça tout à l'heure. Puis ça, je suis tout à fait en accord. C'est vrai qu'on n'est pas pour réinventer le même code. En fait, souvent, moi, ce que j'utilise en parlant aux clients, je leur dis, c'est pas un framework que tu essaies de faire, là, c'est juste un set de classes utilitaires. Donc, il y a une différence là, entre un framework et un set de classes utilitaires qu'on va réutiliser d'une application à l'autre. Un framework, on va baser nos applications là-dessus. Puis un set de classes utilitaires, c'est des utiles. Là, finalement, c'est des petits bouts de code qu'on veut pas réécrire d'application en application. Guy, ce que tu amènes, ça pose une question intéressante. C'est quand qu'un set de classes utilitaires est plus un set de classes utilitaires et devient un framework? Lorsqu'il atteint 18 ans, non? Quoi, il est majeur. Il est majeur. Donc, quand ça fait 18 ans qu'il traîne dans la compagnie, c'est ton framework. Moi, je vais vous lancer une piste. Avant de lancer la piste, vas-y donc. C'est une couche d'abstraction pas mal plus que des classes utilitaires qui utilisent standalone. Là. On instancie un objet, il y a un comportement. Un framework, c'est quelque chose souvent qu'on en hérite et qu'on complète. Donc... C'est une couche pas mal plus abstraite, puis en soi, ça servira à rien, là, autre que bâtir avec. Puis souvent, il y a un paquet de décisions d'architecture embarquer là-dedans. Par exemple, c'est déjà défini que je vais fonctionner avec 3 couches, la couche présentation, une couche d'affaires, une couche d'accès aux données. Donc, tu as un framework, souvent, c'est que tu vas avoir 50, 200, 1000 décisions d'architecture qui ont déjà été toutes packagées, puis que tu dis, de projet en projet, je ne veux plus avoir à redécider ça, parce que je sais qu'ici, dans mon organisation, c'est toujours le même type de challenge, donc ces décisions-là, j'ai plus besoin de les reprendre. Comme par exemple, comment je vais faire ma couche d'accès aux données, tu veux le solutionner une fois, puis tu dis, chaque projet, après ça, je vais le solutionner de la même façon. Il y a quelqu'un qui a un commentaire? Le premier commentaire concernant les patterns. Les patterns, par définition, c'est un problème récurrent et sa solution. Lorsqu'on va choisir un patron, c'est pas obligatoirement qu'on veut faire des extensions au futur. Au contraire, ça, je suis d'accord. Si on a un problème récurrent, il y a des gens qui ont solutionné ça, on va les réutiliser, on va gagner de temps. Si on ne va pas gagner de temps, c'est pas la peine de l'utiliser. Concernant le framework, la chose la plus importante, c'est la notion d'inversion de contrôle. Normalement, lorsque tu vas utiliser une bibliothèque, le développeur va choisir la bibliothèque et l'instancier, etc. Dans le cas de framework, il y a des choses qui sont implémentées déjà, etc., des interfaces qu'il faut implémenter. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il faut implémenter, c'est pas nous qu'on décide. Donc, toi, tu dis une technique qui existe pour s'assurer que toutes nos décisions, que les gens ne peuvent pas passer à côté, c'est que tu implantes ton framework en utilisant une approche qui s'appelle l'inversion de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est pas le développeur qui utilise qui va avoir le contrôle, c'est le framework. Donc, tu es sûr que c'est le framework que ça va se faire de la façon que toi, tu voulais quand tu as bâti ton framework. Parce que le danger qu'il y a, c'est que tu peux bâtir le meilleur framework. Si les utilisateurs ne l'utilisent pas correctement, ça peut même être le pire framework. Puis une des façons de se protéger contre ça, puis à cause maintenant aussi du fait qu'on a la capacité de le faire avec des choses comme Spring.net, c'est de vraiment s'assurer qu'on bâtit en inversant le contrôle, en s'assurant que c'est le framework qui décide, pas le... Mais ultimement, le but de tout ça, c'est d'encapsuler un paquet de décisions parce qu'on dit pour notre ligne d'affaires, ces décisions-là devraient toujours être les mêmes. C'est là le danger, c'est quand tu encapsules là-dedans des décisions qui sont pas vraies pour toutes tes lignes d'affaires, qui sont peut-être même pas vraies pour aucune ligne d'affaires. Puis là, après ça, de projet en projet, tu es obligé de vivre avec un petit bout que peut-être n'est pas du tout adéquat. Parce que souvent, le problème aussi des frameworks aujourd'hui, c'est que tu manges tout ou tu prends rien. C'est-à-dire que c'est tellement pas découpé en blocs, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes tout le framework de compagnie ou que tu prennes rien. Donc, c'est souvent une des faiblesses. Mais ceci étant dit, si vous commencez à faire une architecture, un set de classes utilitaires peut être un début totalement acceptable. Tu n'as pas besoin de dire on va se lancer dans un framework tout azimut. Surtout si ton focus, c'est de dire je fais un projet et je veux solutionner juste le problème de ce projet-là, tout ce qui est extensibilité.
Je m'en préoccuperai pas. Parce que veux pas, si tu veux bâtir un framework, tu vas avoir besoin d'utiliser des patterns qui, ultimement, sont des solutions éprouvées. Puis, à quelque part, la maîtrise de ces patterns-là, c'est pas quelque chose que les gens vont avoir du jour au lendemain. Puis, même à quelque part, si vous prenez votre framework d'entreprise, vous travaillez dans des organisations, il y a probablement quelque chose qui existe là. Ce qui existe, qui marche, qui fonctionne, c'est souvent un ensemble de patterns ensemble. C'est pour ça que vous prenez, par exemple, les compagnies d'assurance. À un moment donné, ils ont fait une analyse de qu'est-ce qu'ils avaient développé, eux autres, comme ce type d'objets, puis de collaboration entre les objets. Puis IBM avait un gros projet qui s'appelait San Francisco, qui était à dire, on va ressortir tous les patterns de ça, parce que pour les compagnies d'assurance, c'est probablement toujours les mêmes choses. Donc, pour chaque ligne d'affaires, tu peux ressortir des lignes en tout cas des patrons de conception standard pour ce type de domaine d'affaires-là. Un peu comme dans le livre Gamma, eux autres, ils ont sorti des patrons de conception standard pour, par exemple, bypasser la limitation d'instanciation d'objets, qui est vraiment quelque chose qui est très limitatif en orienté-objet, mais si tu utilises, par exemple, des patrons comme un singleton ou des patrons comme une factory, ben là, tu es capable vraiment d'étendre. C'est pour ça qu'on les a appelés des design patterns. C'est vraiment des patrons de conception de bas niveau, mais il existe aussi des patrons de haut niveau. Puis vos frameworks, absolument, sont un ensemble de ces patrons-là. En parlant de patrons, on parlait tout à l'heure un petit peu des différentes couches logiques qu'on peut faire. Est-ce que les patrons sont plus importants que cet aspect de design-là? Ou est-ce qu'ils viennent en complément? Moi, je dirais qu'ils viennent en complément. C'est-à-dire que les patrons, c'est un outil, c'est une solution à un problème, mais il faut que tu comprennes ton problème en premier. Puis là, tu dis, y a-t-il un patron que je peux utiliser? Un peu comme, je vais faire une analogie avec les fameuses maisons. J'ai besoin de voir à l'extérieur, d'avoir de la lumière. Il y a un patron qui est une solution éprouvée qui s'appelle mettre une fenêtre. Non, mais on va faire une petite analogie, mais souvent, là, en logiciel, les gens ont dit, il faut que je sois capable de voir extérieur. Puis là, tu as des WizKids qui, eux autres, ont trouvé une super solution. Ils ont mis au plafond des poulies et ils soulèvent le mur le jour. Donc, quand tu veux voir l'extérieur, on soulève le mur, puis tu dis, regarde, ça marche bien. Puis toi, tu regardes ça, puis tu te dis, ouais, mais attends, là, ça va toujours casser, les poulies vont toujours, les murs. Mais souvent, c'est ce qui se passe en logiciel, c'est que les gens inventent des solutions parce qu'on est très ingénieux, on est très intelligent. Puis tu vas avoir quelqu'un qui va arriver juste en arrière et va dire, vous pensez que vous pourriez juste utiliser une fenêtre? Puis là, souvent, la personne qui, elle poussait beaucoup pour son système de poulie, non, la fenêtre, c'est trop simple, ça ne marchera pas. Ça ne fera pas parce que des fois, là, ça arrive que, ça, c'est réflexe très humain, parce que si tu es commis pendant 6 mois de temps à bâtir un gros framework avec des poulies et tout, il est hors de question que tu ailles dire au monde, savez-vous, je me suis trompé. Puis plus tu es haut dans l'organisation, plus il est hors de question. Puis souvent... En fait, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu là au niveau. On parle d'architecture en général, mais la simplicité, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à toutes les étapes de design de notre application. Là. C'est quelque chose qu'on oublie, là, la fameuse poulie, lever le mur au lieu de mettre juste une fenêtre. C'est pour ça que quand je dis, des fois, je veux choquer un peu un client en disant pourquoi un framework, c'est de les amener à faire un cheminement, de dire on va partir simple, on va faire toujours la solution la plus simple pour le problème aujourd'hui que tu as à résoudre, parce que si on fait une solution simple, le problème que tu as à résoudre aujourd'hui, ça, je suis capable de bâtir du code qui va faire ça. Les solutions complexes pour les problèmes que peut-être que tu vas avoir dans le futur, peut-être que moi, même si je pense que je maîtrise beaucoup tout l'orienté objet, peut-être que je vais me planter là-dedans. Donc, à quelque part, en tout cas, mon réflexe naturel, c'est d'essayer de me mettre le plus loin possible de ce qui sont les solutions complexes. Pourquoi? Je vais vous dire la principale raison pourquoi je fais ça. C'est pas parce que, entre vous et moi, probablement, je serais capable de designer une solution complexe. Mon problème, c'est que moi, ça me tente pas d'être chez un client pendant 10 ans de temps. Je rentre là, j'ai une job à faire, puis je veux après ça faire un transfert de connaissances aux gens, puis je veux que ce soit les gens qui soient chez le client qui prennent maîtrise. Donc, s'il y a juste moi qui bâtis une solution trop compliquée, on fait une analogie, on a quelqu'un ici qui parlait d'une équipe qui fait du Oracle Forms. Donc, on parle d'une équipe qui est très background, très procédurale. Si je leur bâtis une solution avec beaucoup de patrons, ou est-ce que tu as de l'héritage, tu as un strategy pattern, par exemple, il y a des grosses chances qu'une équipe qui a comme bagage de connaissances orienté données et procédural, que je sois jamais capable de les former, ou en tout cas, je pourrais le faire, mais ça va me prendre comme 2 ou 3 ans, puis je serai jamais capable, dans le délai du projet, de faire le transfert de connaissances qu'il faut.
Donc, je suis peut-être mieux d'arriver avec une solution beaucoup plus simple, qui est au niveau d'extensibilité, parce que si je vois avec une approche procédurale, probablement que c'est beaucoup moins extensible pour le futur, mais au moins, pour les 6 prochains mois, la prochaine année, l'équipe va être capable de prendre possession de son système, et ils vont être capables de faire rouler un système qui marche correctement. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre dans balance. Mais sauf cette décision-là, est-ce que tu n'amènes pas dans un coin, t'es cornered là, dans le coin, puis à un moment donné, dans l'année prochaine, quand vient le temps d'implémenter d'autres modules ou d'autres choses à l'application, tu peux plus t'en sortir, il faut que tu recommences? Ben, elle t'amène tellement dans un coin que je vais vous donner une autre anecdote. Un moment donné, j'étais dans une organisation où ce qu'on faisait, c'était des générateurs de code à partir de modèles UML. Donc, on était très top-notch, on faisait des choses assez compliquées. On parle là, des années 2001, 2002, 2003, 2002. Puis à un moment donné, quand je regardais au niveau architectural les décisions qu'il fallait prendre, je me rendais compte que dans l'équipe, j'avais des gens qui devenaient des boulets. Donc, pour pas me peinturer dans le coin, il fallait qu'on prenne une certaine approche d'architecture qu'il fallait que je change certains individus. Mais je pense que ça, heureusement, on avait le loisir, parce que c'était un start-up, de pouvoir remercier des gens. Mais si j'ai fait un autre mandat, un moment donné où j'étais au ministère de la Justice, je m'excuse, mais au gouvernement, tu congédies pas du monde. Tu vis avec eux autres parce qu'ils sont engagés, puis ils vont travailler au gouvernement tant qu'ils veulent. Donc là, les décisions sont bien différentes. Donc, tu sais que tu te peintures dans un coin au niveau d'extensibilité pour le futur, mais c'est un trade-off. J'aime peut-être mieux qu'au moins pendant les 2-3 prochaines années, il y a un système qui marche, soit capable de supporter. Puis peut-être dans 4 ans, il va falloir qu'ils jettent aux poubelles, qu'ils recommencent. Mais ça, c'est une question de... Les individus, la variable Z, que je vous ai dit, là, les individus deviennent, à mon avis, tellement importants que ça surpasse toutes les décisions techniques. Et ça, c'est une décision qui est au-dessus un petit peu de l'architecture. Ça peut être une décision d'affaires à ce moment-là. Moi, je pense qu'à quelque part, l'architecte, s'il ne comprend pas cette dynamique-là, il ne devrait pas avoir le titre d'architecte, c'est un lead développeur. C'est-à-dire c'est quelqu'un de très technique, fort au niveau de travailler avec, par exemple, les objets, maîtrise des patterns. Mais où tu fais la différence, c'est de comprendre tes exigences, toutes les contraintes, d'avoir une compréhension du domaine d'affaires assez grande pour savoir, le domaine d'affaires s'en va vers là, donc il faut aussi que j'aligne mes solutions pour aller vers ça. Donc, l'architecte, là, on définit pas le rôle de l'architecte, là, mais l'architecte, c'est quelqu'un qui est au-delà de la technique, là. Il n'y a pas le choix, à quelque part. De la même façon que souvent, l'attribut numéro 1 d'un architecte, c'est une capacité de communication. Parce que, à quelque part, son seul rôle, là, c'est celui de facilitateur, si on fonctionne avec une approche de consensus, de facilitateur dans l'équipe pour dire comment on va chercher le consensus. Puis, théoriquement, son point de vue à lui ne doit pas avoir plus de poids que le point de vue des 7 ou 8 autres personnes, mettons, de l'équipe. Donc, il peut donner son avis, mais dès que tu as quelqu'un qui dit « moi, je suis pas d'accord », ben là, il faut que tu demandes à cette personne-là, ben qu'est-ce qu'il faut changer pour que toi, tu sois d'accord? Ah, ben là, la couche d'accès aux données, là, vous voulez la faire avec telle approche, mais moi, j'irais telle autre façon. OK? Puis finalement, cette personne-là, peut-être qu'elle va être assez convaincante qu'elle ne fera pas juste changer de point de vue de l'architecte, mais de 7 autres personnes, puis là, les choses changent. Puis d'autres fois, c'est à un moment donné de se dire, ben garde, c'est quand tu demandes à la personne, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que toi, tu sois d'accord, elle n'est pas capable de l'articuler. Il faut que tu écoutes comme il faut, puis là, tu essaies d'articuler ce qu'il faut juste pour que la personne dise, ah, mais s'il y a ça, donc, souvent, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour que cette personne-là soit en consensus. Parce que... Là, tu veux dire que l'architecte, en plus de comprendre le domaine d'affaires, tout ça, il faut qu'il soit psychologue? Je n'oserais pas dire psychologue, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une bonne compréhension de la dynamique d'équipe. J'en veux pas ça, cette job-là, moi. Ben oui, mais ça ressemble... Si on dit qu'une architecture, c'est un ensemble de décisions, tu peux prendre des décisions toutes seul dans ton coin, mais ce qui va se passer, c'est que ton implémentation finale ne ressemblera probablement pas à tes 18 ou 26 ou 58 décisions. Je viens de mettre une bémol un peu à ce que tu disais au niveau de ton consensus. Ton équipe va avoir une grosse, au niveau de la maturité de ton équipe, l'expertise de ton équipe va avoir une grande influence sur le style d'approche que tu vas faire. Parce que si tu es un architecte qui est senior, puis que tu as affaire avec une équipe qui est plus ou moins junior, qui est pas très homogène, le consensus, tu t'en vas vers un cul-de-sac. Tu as un très bon point. Mais d'un autre côté, moi, je vais te dire qu'est-ce qui est dangereux de ça, c'est de te retrouver à avoir une équipe qui ne sera pas capable d'implanter les décisions parce qu'ils ne comprendront pas. Donc, ils vont, il va falloir que tu fasses beaucoup de revues de code avec eux autres, puis beaucoup d'éducation en cours de route pour dire, regarde, c'est comme ça, comme ça. C'est un peu le rôle de l'architecte aussi, d'être mentor.
Oui. Dans certaines équipes. En fait, dans beaucoup de mandats que j'ai fait, j'agissais en tant que mentor au niveau de l'équipe, là, au niveau de formation, puis au niveau de formation au niveau des différents membres de l'équipe, oui. Parce que le point qu'il amène est vrai. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as une équipe qui ne sait pas pantoute faire de l'orienté objet, puis à cause des exigences, il faut vraiment que tu développes en orienté objet. Ben là, quelque part, il faut bâtir en orienté objet. Là, on n'a pas le choix. Là, on peut pas, si c'est en point net, là, tu peux pas dire, on va faire une fonction. Une fonction, ça n'existe pas. C'est pas une entité qui existe, ça nous prend un objet, à la base. Donc, à quelque part, il va falloir que tu prennes par la main les gens, puis tu les éduques, puis tu les amènes. Donc, puis là, si tu leur demandes le consensus à eux autres, puis ils disent, nous autres, on va faire juste des fonctions, on dit, ben regarde, ça n'existe pas. Mais à un moment donné, mais, tu sais, c'est le juste milieu. C'est comme les choses. Faut que tu amènes les gens de place, mais il faut toi aussi que tu acceptes de laisser tomber des choses en cours de route parce que trop complexe, tu vas avoir de la misère à rallier tes personnes. Une autre anecdote là-dessus, Grégor Opé, qui est le gars qui a écrit le fameux livre d'Integration Patterns, un moment donné, je faisais une entrevue avec lui, puis on discutait, puis il me disait, écoute, moi, comment je fais pour valider, lui, il est architecte chez Google. Puis quand il est arrivé chez Google, on l'a mis avec une équipe, puis il y avait 6 autres personnes là-dedans qui étaient supposément aussi des architectes. Puis il dit, moi, il fallait vraiment, il supervisait une équipe d'autres architectures. Il dit, il fallait que je fasse vite, quels sont mes bons architectes, quels sont mes pas bons architectes. Donc, il dit, j'ai fait ressortir les projets que les gens avaient faits. Puis là, avec des outils où est-ce que tu es capable de faire du reverse engineering, j'ai fait ressortir tout le déploiement, par exemple, de mes composantes. Puis j'ai demandé que ces personnes-là me redonnent leur diagramme de déploiement de composantes à eux autres. Puis là, je faisais un match. La réalité sur le terrain, puis leur diagramme à eux autres, est-ce que c'était-tu 1 pour 1? C'était 1 pour 1, je me dis, bon, c'est probablement un bon architecte parce que ce qui était implanté, c'est la vision qu'il avait. Puis très souvent, tu avais l'architecte qui disait, hey, voici mais comment c'est fait mes affaires en couche, en ci, en ça. Puis ça, je faisais sortir physiquement. Puis il dit, c'était complètement deux mondes. Ça voulait dire que cet architecte-là, les développeurs n'avaient pas confiance en lui. Il n'avait suivi aucune de ses directives. Il avait tout implanté à la voie comme je te pousse. Puis, on le sait, les développeurs, là, si vous ne trustez pas votre architecte, là, vous ne direz pas en pleine face, mais je m'excuse, souvent vous allez dire, bon, il dit ça, là, mais on va faire ça comme ça. Parce que moi, je pense que c'est mieux comme ça. Puis, des fois, c'est vrai que c'est mieux comme ça aussi, hein? Effectivement. Mais tout ça pour dire que il y a un grand talent de communication qui est non négligeable parce que c'est un ensemble de décisions. J'ai quelqu'un qui veut... C'est un ensemble de décisions, puis il faut que je les partage. Une question, c'est généralement l'architecte, c'est le team lead, il n'est pas le gestionnaire de projet. Non. Il ne peut pas donc, c'est-à-dire forcer les gens à développer telle ou telle manière. Normalement, il va communiquer avec l'analyste fonctionnel, avec le team lead, avec le gestionnaire de projet. Il n'a pas de contact direct avec le développeur. Juste une question. Moi, mon expérience, c'est qu'ils ont des contacts directs avec les développeurs. Si tu ça va dépendre des entreprises. Ouais, mais ce type d'organisation-là, là, ça marche pas. M'excuse, là, mais ça marche pas. Et, en tout cas, là, je donne un point de vue personnel, mais tu sais, imagine si faut que tu passes par le gestionnaire de projet pour faire dire aux développeurs, je veux que tu fasses ça. En tout cas, peut-être que ça va marcher, mais je suis très sceptique. Oui, le jeu du téléphone, là. Le jeu du téléphone. Moi, ce que j'ai vu aussi souvent, c'est qu'on demande à quelqu'un qui est tu sais, toi, tu coûtes cher, là, tu vas être gestionnaire de projet, tu vas être team lead, tu vas être architecte. Fais ton job, là, il n'y a pas de problème, là, tu es capable de faire ça. Et puis, gestion de projet, c'est un travail totalement différent de beaucoup de détails, de suivi. Surtout que c'est sûr qu'avec des outils comme Team System, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de ramasser l'information, mais avant, il fallait bâtir toute l'information de gestion de projet. D'ailleurs, c'est l'art des gestionnaires de projet, c'est d'être capable de faire un plan initial, puis après ça, en cours de route, essayer toujours de montrer qu'on suit le plan initial, même si c'est pas ça qu'on fait. Oh! Cheap shot! Méchant! Mais reste que j'adore ça prend des gestionnaires de projet. C'est pas que ça n'en prend pas, parce qu'il n'y a pas de gestion de projet, on va nulle part non plus. Ouais. Mario, il reste à peu près 5 minutes. C'est beau, donc. On a divergé un petit peu là, des décisions. Ce que je voudrais ramener, c'est une autre étape qui est bien importante, c'est quand l'application va rouler. On a dit, on regarde dans le temps de vie, au début, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, tout ça, on parlait de framework, tout ça, mais quand elle roule, une des variables non négligeables que j'ai vues très souvent, c'est que c'est pas vous autres qui allez monitorer, qui allez supporter l'application, donc pensez donc à vos gens d'IT.
On les oublie tout le temps, eux autres. Puis d'ailleurs, eux autres aussi s'arrangent pour nous oublier, donc c'est comme de bonne guerre. Mais, tu sais... C'est réciproque. C'est réciproque, mais si nous, on fait un effort d'aller chercher aux autres aussi leurs contraintes, leurs besoins, ça change peut-être la dynamique, ça peut peut-être faire une application qui va être plus facilement supportable et maintenable quand elle va être déployée. Donc, juste cette préoccupation-là, puis ça revient encore là à se poser la question, qui est notre équipe? Notre équipe, c'est pas juste l'équipe de développement, c'est l'équipe aussi qui est sur le terrain, puis qui maintient, puis qui supporte les... Il y a des organisations qui ont même décidé que ceux qui développent, c'est eux autres qui supportent. Si on règle le problème, il n'y a plus d'équipe d'IT, tu développes, tu supportes une application. Le seul X que ça fait, ça veut dire que quand tu es dans une ligne de produit, tu es dans une ligne de produit-là pour longtemps. Tu ne peux pas changer parce que tu développes vraiment une expertise très pointue. Mais c'est peut-être une solution aussi. Guy, pour... toi, je te vois, là, tu voudrais clore ça. Donc, comment on peut terminer... On a essayé d'avoir une discussion avec le succès ou le non-succès, d'aller chercher le maximum de commentaires. Mais en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Mais en fait, je dirais que les décisions qu'un architecte a à faire sont un petit peu plus complexes qu'on peut le penser, dans le sens où ça va au-delà de la technique. Je pense que c'est ce que je retiens là, un petit peu de la discussion là, qu'on a eue aujourd'hui. Moi, je dirais même que c'est 20% technique, 80% humain. L'équipe, tu sais, ton monde, tout ça. Donc, toute cette dynamique-là, puis quand tu arrives l'aspect à faire aussi. Ouais, à faire, mais tu sais, parce qu'on a dit, première chose, c'est quoi les exigences, c'est quoi le besoin. Deuxième chose, c'est quoi toutes mes contraintes de ce qui existe. Tu n'as même pas encore commencé à penser de technologie, tu es juste en train de regarder ce qui existe. Puis après ça, là, à un moment donné, tu vas avoir un petit peu de fun à faire des solutions techniques, mais ce fun-là, il cesse assez vite. Hein? Surtout qu'il faut que tu passes la main au développeur. Donc, toi, c'est t'assurer que toute l'équipe est toujours en compréhension de ce qui est la structure globale. Ceci étant dit, peut-être pour terminer, Guy. Oui. Qui ici dans la salle sont à l'aise avec cette définition-là? Une architecture, c'est un ensemble de décisions. Peut-être juste à lever la main, on ne vous fera pas parler au micro, là, mais une bonne partie. Parce que si vous regardez les définitions d'architecture, c'est la structure et les composants. En tout cas, il y a 3 paragraphes. Hein. C'est tellement que tu dis, qu'est-ce qu'ils veulent dire là-dedans? Puis c'est une définition très simple. Ça reste à venir. On espère que le métier va se structurer dans le futur. Mais cette idée-là de dire, regarde, c'est la liste des décisions, puis que chaque décision, tu as des décisions au début d'un projet, en cours de projet, puis même en maintenance, tu as encore un autre ensemble de décisions. Puis à toutes les fois, ces décisions-là, faut pas que tu te trompes parce que ça fait mal un coup que tu les as pris de revenir en arrière. Donc, en d'autres mots, la fameuse décision de dire la variable X, est-ce que je dois l'appeler maman ou papa? On s'en fout pas mal d'un point de vue architectural parce que changer ça, ça coûte rien. Mais, par exemple, décider en cours de projet, dire, on drop pour la plateforme.net et on s'en va en Java, tout le monde va convenir que là, ça va coûter cher. On vous remercie. Oui. Ça a été bien le fun. Merci à tout le monde. On espère que ça vous a permis en tout cas, si ça vous a juste donné un petit glitch sur quelque chose, notre objectif est atteint, c'est au moins nous autres, moi je pense en tout cas que j'ai eu des petits glitches sur des choses, donc ça m'a fait évoluer. Créer une réflexion, finalement. C'est ça, c'est une réflexion. Puis on espère que nos auditeurs, en écoutant l'émission, eux autres aussi, ça va leur pas trop de réflexion quand même. Si vous écoutez l'émission dans un auto, c'est pas le temps d'avoir un accident. Sur ça, on vous invite à nous réécouter fin novembre, où le prochain invité va être une entrevue qu'on a faite avec Laurent Bossavi. Oui, Laurent Bossavi. De Paris, où est-ce qu'on va parler des pratiques d'extreme programming. Oui, on profitait du fait qu'il était oui, Laurent Bossavi qui est très, très connu dans le monde agile, surtout en Europe. Donc, on a profité de sa venue à Montréal pour avoir un entretien avec lui. Merci bien encore. Au revoir. Visual Studio Talk Show.